messieurs, nous allons maintenant passer à notre prochaine présentation. Et cette fois, la modératrice de cette présentation sera d'autre que la présidente actuelle de l'Association haïtienne des étudiants en médecine, en l'occurrence, Dr. Luigi Love Maryland. Luigi Maryland, je te passe la parole. Luigi, tu peux ouvrir ton micro? Oui. Bonsoir tout le monde, je suis Luigi Meglin, étudiante en 5e année de médecine à l'Université d'État d'Haïti et je suis l'actuelle présidente de l'Association haïtienne des étudiants en médecine. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Vous êtes nombreux, je vous en remercie et vous en félicite. Je salue la présence du coordonnateur du comité permanent sur la santé sexuelle et reproductive et le sida, FOR, Gennady. Et pour continuer notre webinaire, nous allons accueillir à présent le docteur Joseph Junior Bernard. Le docteur Joseph Junior Bernard est un médecin haïtien, enseignant et chercheur. Il a fait ses études de médecine à l'Université Notre-Dame d'Haïti, puis a poursuivi des formations supplémentaires en maladies infectieuses à l'University of Maryland School of Medicine, de pharmacologie à l'Université de Strasbourg, de chimiothérapie anticancéreuse et de prise en charge des cancers à l'Institut Gustave Roussy. Aujourd'hui, Dr Bernard occupe les postes de chef du département de pharmacologie et de biologie clinique à l'UNDH, Faculté de médecine et des sciences de la santé, et chef du département d'oncologie à l'hôpital Saint-François de Sales. Dr Bernard, vous avez la parole. Il va nous parler de l'optimisation de la prise en charge du cancer du sein en Haïti, approche thérapeutique innovante et adaptation locale. Dr Bernard, vous avez la parole. Bonsoir à vous tous. Avant de commencer, je tiens à remercier le département de radiologie de l'HEH ainsi que l'AM pour cette invitation. Je vous félicite également pour cette initiative dans le cadre d'Octobose. Et je tiens aussi à saluer et féliciter les deux précédentes présentatrices, à savoir le Dr Gina Joachim et le Dr Valérie Brutus, qui ont justement très bien présenté et sur l'importance de la radiologie et de la chirurgie dans la prise en charge des cancers du sein. Donc, le sujet que je vais traiter cet après-midi a plus à voir avec la prise en charge du cancer du sein de façon globale, à savoir comment justement aboutir à une optimisation de cette prise en charge. Et il y a un sous-titre, à savoir quelles sont les approches innovantes qu'on pourrait apporter justement en vue d'optimiser cette prise en charge. Alors, voici le sommaire de ma présentation pour cet après-midi. Donc, je commence par déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et je pense que par rapport à ce challenge que vous m'avez offert avec ce sujet, il était important justement de définir les mots-clés de ce sujet-là, à savoir c'est quoi une optimisation, c'est quoi une innovation. Donc, selon le petit Robert, donc, une optimisation, c'est le fait de rendre optimal, à savoir donner à quelque chose les meilleures conditions d'utilisation, de fonctionnement et de rendement. Donc, l'objectif de l'optimisation, c'est de s'assurer que la prise en charge, dans notre cas, et du cancer du sein soit optimale, c'est-à-dire respecte les règles de l'art, si je comprends bien. Le deuxième mot-clé, c'est innovation. Donc, l'innovation, c'est quoi? C'est le fait d'introduire un produit ou bien un nouveau procédé, ou bien un produit ou procédé qui existait déjà, mais qui a été significativement amélioré par rapport
justement aux générations précédentes. Donc, on pourrait prendre l'exemple de la radiothérapie. Et la radiothérapie et de nos jours est très avancée. Donc, je laisserai le soin au docteur Oyon Jean-Baptiste de parler justement de la radiothérapie. Alors, pardon. La deuxième partie de cette présentation concerne l'épidémiologie justement du cancer du sein et particulièrement sa charge de morbidité. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas de registre national du cancer et fonctionnel, on est bien obligé de se rabattre sur les estimations de Globocan, qui est quand même une entité de l'IARC qui s'occupe justement des statistiques mondiales sur le cancer. Eh bien, selon Globocan 2020, qui est la dernière édition, eh bien, évidemment, le cancer du sein est justement le premier cancer qui a atteint la femme en Haïti. Donc, sur plus de 6 000 cas, 6 000 nouveaux cas de cancer par année, selon les estimations, donc à peu près un quart de ces cas-là sont des cas de cancer du sein. Mais comme je vous l'ai expliqué, ce sont des estimations. Ça n'a rien à voir avec les chiffres réels et qui ne peuvent être obtenus que par justement le registre national du cancer. Maintenant, toujours selon Globocan 2020, donc, le cancer du sein en deuxième position. Apparemment, il y aurait eu 1500, un petit peu plus de 1400 nouveaux cas de cancer chaque année. Je tiens à préciser que toujours selon Globocan, il y a environ plus de 12 000 cas de cancer par année et un peu plus plus de 9 000 décès par année suite au cancer, tous les cas confondus. Maintenant, et nous avons des statistiques provenant du MSPP, donc nous les avons tirées justement du rapport statistique du MSPP et ces rapports, je pense que la première édition remonte à 2014 ou bien 2015, mais il a fallu finalement attendre le rapport 2018 qu'on parle finalement justement du cancer. Bon, en 2018, on a donné une estimation du nombre de cas de cancer, tous les types confondus, et nous étions à environ 1667 pour l'année 2018. En 2019 et en 2020, il n'y a eu aucune donnée dans le rapport statistique sur le cancer, et on a recommencé à donner des chiffres à partir de 2021. Comme vous le constatez, il y a quand même une diminution du nombre de cas en 2021 par rapport à 2018 et encore plus en 2022 par rapport à 2021. En 2021, bon, et bizarrement, le cancer de la prostate était en première position, suivi du cancer du col et du cancer du sein. Donc, le cancer du sein, selon le rapport statistique du MSPP datant de 2021, était en troisième position. Cependant, une année après, on voit que le cancer du sein est en première position, suivi du cancer du col et finalement du cancer de la prostate. Et ce qu'on peut voir, c'est que justement le nombre de cas a tendance à diminuer. Est-ce que les chiffres du MSPP reflètent la réalité? J'en doute fort, parce que, bon, évidemment, faute de registre du cancer, on est incapable justement de quantifier de façon exacte le nombre de cas par année. Donc, clairement, il y a une sous-notification des cas de cancer en Haïti. Donc, ici, je vais vous présenter les données du département d'oncologie de l'hôpital Saint-François. Donc, c'est quand même un très jeune département qui a été créé en mai de l'année dernière. Et pour notre première année, nous avons pu présenter justement nos statistiques. Donc, ce que je vous présente là, c'est les statistiques sur la première année de fonctionnement, donc allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Donc, sur cette période, nous avons eu un peu plus, presque 500 cas de cancer et c'est pas étonnant. Et de par mon expérience, le cancer du sein est toujours en première position. Donc, on a près de la moitié des cas qui étaient des cas de cancer du sein. Maintenant, quand on fait la répartition selon le sexe, le cancer du sein représente plus de la moitié des cas de cancer retrouvés chez la femme, en suivi des cancers gynécologiques et ensuite des cancers digestifs, tout type confondu.
Maintenant, revenons, parlons un petit peu du cancer du sein de façon spécifique. Donc, euh, encore une fois, sur les statistiques du département d'oncologie. Donc, au cours de la période allant du 1er mai 2022 au 30 septembre 2023, eh bien, le département, justement, a reçu 302 cas de cancer du sein. Et il faut dire qu'il y a à peu près 14% de ces cas-là qui sont des cas de récidive. 86% de ces cas-là sont de nouveaux cas, encore des cas qui sont en suivi, donc en rémission, qui ont soit été traités ailleurs et qui ont préféré venir faire leur suivi au département de l'hôpital, c'est soit ça. Effectivement, le cancer du sein concerne surtout la femme, mais il y a les hommes. À peu près 1% des cas de cancer du sein concernent les hommes. Dans cette petite cohorte-là, on a 2 cas de cancer chez l'homme, donc à peu près 0,7%. Par rapport justement au groupe d'âge, bon, il est quand même vraiment rare de trouver les cas de cancer du sein avant 25 ans, selon les chiffres. Et par contre, la majorité, donc 70% des cas de cancer du sein sont âgés entre 40 et 64, ce qui représente grosso modo une bonne partie de la population active. Les cancers jeunes représentent 16 points. Quand on dit cancer chez les jeunes femmes, c'est les femmes de moins de 40 ans. Et pour la population gériatrique, on a à peu près 13,6% justement de cas. Maintenant, à quoi ressemble la majorité des cas de cancer qui viennent de notre département? Je suppose que c'est la même réalité un peu partout. Donc, je vous montre quelques images assez choquantes de cas de cancer que nous recevons tous les jours, quasiment tous les jours. Et personnellement, je suis assez inquiet parce que je retrouve beaucoup de cas de cancer avancés. Nous allons voir justement les chiffres tout à l'heure. Maintenant, la quatrième image est une image justement qui devrait nous interpeller parce qu'en fait, il s'agit d'une femme qui a déjà eu une mastectomie droite. Et si vous regardez bien, il y a un placard. Donc, le placard, justement, est signe de récidive locale, faute de radiothérapie, parce que très certainement, cette femme n'a pas pu bénéficier de radiothérapie. Et le sein gauche est atteint avec peau d'orange, donc un aspect inflammatoire. Donc, c'est clairement un cas de récidive de cancer du sein. Pourquoi? Parce que tout simplement, et là, nous allons l'affirmer, mais en fin de présentation, nous allons donner des explications. Nous allons dire pourquoi. Mais la prise en charge du cancer du sein en Haïti, elle est suboptimale. Il n'y a pas moyen de traiter de façon optimale un cas de cancer du sein en Haïti. Et durant cette présentation, nous allons justement l'expliquer. Maintenant, comme on l'a dit, la prise en charge du cancer est suboptimale. La prise en charge dans tout programme national de lutte contre le cancer fait l'objet de la prévention secondaire. Donc, la prévention primaire, c'est la sensibilisation, l'éducation. La prévention secondaire, c'est un gros paquet. Et justement, on a tendance à oublier le deuxième axe de la prévention secondaire, qui est le dépistage, parce que le dépistage aussi fait partie de la prévention secondaire. Après le dépistage, nous avons le diagnostic et finalement la prise en charge. Et justement, pour avoir une prise en charge optimale, il faut commencer par un dépistage précoce. Pardon. Et je salue justement le plaidoyer du Dr. Joachim par rapport à la nécessité d'avoir justement un dépistage à l'échelle nationale et qui est logiquement une prérogative de l'État haïtien. Donc, il est grand temps justement d'avoir un programme de dépistage national afin qu'on puisse dépister de façon précoce les cas de cancer du sein. Mais tant que nous n'avons pas justement ce programme de dépistage, nous nous retrouvons avec des cas vraiment avancés, voire même incurables, de cancer du sein. La troisième partie de cette présentation concerne la classification des cancers du sein. Pourquoi j'ai tenu à en parler? C'est parce que je sens qu'il y a beaucoup de failles à ce niveau. Donc, comment classer les cancers du sein? Donc, ça commence bien évidemment par la stratification, avec justement la classification TNM. Ensuite, l'histologie, qui sert de diagnostic de certitude.
Maintenant, il y a deux aspects extrêmement importants à retenir dans l'histologie. Donc, il y a tout d'abord le type histologique et finalement le grade histologique. Souvent, on confond grade et stade. Ce n'est pas du tout la même chose. Le stade est clinique, le grade est histologique ou bien est histopathologique. Et puis, le troisième aspect de la classification, c'est la classification moléculaire qui fait beaucoup défaut en Haïti et qui, encore une fois, est une raison pour laquelle la prise en charge est suboptimale. Vous avez ici l'image, le TNM du sein de façon très imagée. Et je dois vous dire qu'en fait, parmi tous les cancers, je pense que le TNM du cancer est l'un des TNM les plus faciles, pour ne pas dire le plus facile. Et donc, on sait très bien qu'un T1, c'est une masse du sein de moins de 2 cm, ce qui est rarissime en Haïti. Un T2, c'est une masse qui est d'entre 2 et 5 cm de diamètre. Un T3, c'est une masse de plus de 5 cm, mais qui n'atteint pas la paroi thoracique ou encore la peau. Dans ce cas-là, vous avez affaire avec un T4. T4A, si elle atteint de la paroi thoracique. T4B, si elle atteint de la peau, avec ulcération de la peau. Quand il y a à la fois atteinte de la peau et de la paroi thoracique, vous avez un T4C. Et le T4D, c'est ce qu'on appelle le cancer inflammatoire du sein avec peau d'orange. Donc, je tiens à préciser que dès qu'une patiente a une peau d'orange, ce patient est déjà au stade 3B. C'est déjà un cancer très avancé. Et les peaux d'orange sont monnaie courante en Haïti, malheureusement. Pour les nodules, donc un N0, c'est justement une patiente qui n'a pas d'adénopathie axillaire palpable. Si c'est dans le cas contraire, il s'agit de N1, si surtout les adénopathies sont peu nombreuses et mobiles. Quand elles sont nombreuses et surtout fixes, donc c'est un N2. Pour le N3, eh bien, on a l'atteinte d'autres aires ganglionnaires, à savoir la région sous-claviculaire, subclaviculaire, mammaire interne. Et déjà, si on a une atteinte contralatérale, la patiente est déjà au stade 4, selon le dernier TN. Et parlant de stade, justement, je vous présente une figure sur les différents stades auxquels les patients et pris en charge à l'hôpital Saint-Soir-de-Salle se trouvent. Donc, les stades 0, bon, le stade 0, c'est pour le carcinome canalaire in situ, les cancers in situ. Les stades 1 sont très rares. Et on va surtout avoir des cas à partir du stade 2B, pour les T2N1 ou encore les T3N0. Mais les cas que l'on retrouve le plus souvent, ce sont les 3B et surtout les stades 4. Regardez bien la quantité de patients au stade 4. Nous avons à peu près un cas au stade 4. Donc, au total, nous avons près de 90% de nos patients qui sont au stade avancé. Je tiens à souligner qu'il y a presque 8% des cas qui n'ont pas de stade. Pourquoi? Parce que ces cas-là ont été référés sans stade. Et si le chirurgien qui réfère le cas ne précise pas le stade, à moins qu'on peut se rabattre, et le plus souvent c'est ce qu'on fait, on se rabat sur le rapport d'anatomopathologie post-opératoire, donc sur la pièce de mastectomie, et à ce moment-là, on peut obtenir le PTNM. Il est très rare d'avoir une référence avec le TNM clinique. Donc, chiffre à retenir, 90% des cas de cancer du sein à l'hôpital Saint-Soir-de-Salle, et je présume que c'est quasiment la même réalité un peu partout, particulièrement à l'HUM, encore à C3G au Cap-Haïtien. Donc, on a 90% de cancer avancé, c'est-à-dire du stade 2B au stade 4. Et un quart de ces cas-là sont des cas de cancer métastatique. En ce qui concerne l'inventaire, justement, de tout ce qu'on peut utiliser pour le diagnostic et le bilan d'extension des cancers, on n'est pas bien gâté à ce niveau-là. OK?
Sur le plan anatomopathologique, certes, on a toujours l'anatomopathologie cellulaire, mais ça ne suffit guère. Il faut quand même l'immunohistochimie, parce que l'immunohistochimie, c'est ce qui nous permet d'obtenir la classification moléculaire. Et actuellement, la prise en charge est grandement basée sur la classification moléculaire. Et on a aussi certains biomarqueurs de dernière génération, dont on ne va pas trop en parler, parce que justement, déjà, la base n'est pas bien assurée. Et peut-être que lors des questions, on pourra en discuter. Pour les marqueurs tumoraux, bon, c'est quand même plus ou moins disponible, mais on ne peut en aucun cas diagnostiquer un cancer à l'aide des marqueurs tumoraux. Côté imagerie, on a quand même la radiographie conventionnelle, on peut quand même faire un cliché du thorax, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même pas mal. La mammographie, qui est importante surtout pour le dépistage. L'échographie abdominopelvienne pour le bilan d'extension. Et bon, évidemment, actuellement, pour le bilan d'extension, le gold standard, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien. Et avec le PET scan, qui malheureusement n'est pas disponible. En Haïti, si je ne me trompe, on n'a pas 3 appareils de scanner disponibles. Bon, on a peut-être 3 appareils de scanner fonctionnels, parce que beaucoup de ces appareils-là sont tombés en panne, faute de techniciens. Donc, le bilan d'extension, normalement, devrait être réalisé surtout par le scanner. Et le scanner, en termes d'accessibilité, c'est quand même assez onéreux comme examen. Et pour les patients à petite bourse, qui sont majoritaires, souvent on est bien obligé de se rabattre sur un cliché du thorax et une échographie abdominopelvienne, tout en sachant que l'échographie est opérateur défendu. Donc, quand nous avons tout ça, donc type histologique, évidemment, l'histologie la plus et la majorité, c'est le carcinome canalaire infiltré. Nous verrons les chiffres tout à l'heure. Le carcinome lobulaire représente à peu près entre 5 et 10% des cas. Nous avons une histologie mixte souvent. Maintenant, la classification moléculaire est très importante parce que c'est elle qui va guider la prise en charge. Donc, la classification moléculaire va subdiviser les cancers du sein en cancers du sein hormonodépendants, donc ER positif, qui exprime les récepteurs des oestrogènes, soit luminal A ou bien luminal B. Ensuite, nous avons les cancers du sein HER2 positif, donc qui expriment le récepteur HER2 à hauteur de 3+. Et puis, nous avons la forme la plus agressive des cancers du sein, à savoir le cancer du sein triple négatif. Donc, on dit que c'est un cancer du sein triple négatif, donc c'est récepteur aux oestrogènes négatifs, récepteur à la progestérone négatif et HER2 négatif. Ne vous fiez pas aux proportions sur l'image parce qu'elle ne reflète pas forcément la réalité haïtienne. Maintenant, si on devait, par rapport justement à la classification moléculaire et donner un pronostic sur les types de cancer du sein. Évidemment, le cancer du sein hormonodépendant est le meilleur pronostic. C'est un cancer moins agressif, surtout les cancers ER positifs luminal A. Donc, c'est-à-dire des cancers qui expriment un fort pourcentage des récepteurs d'œstrogène et des récepteurs de la progestérone. Les cancers du sein lumineux B peuvent être assez agressifs et on les retrouve surtout chez les femmes jeunes, surtout les femmes préménopausées. Et puis, nous avons le cancer HER2 positif. Donc, quand on dit HER2 positif, il faut quand même établir une différence. On a des cancers qui sont PR négatifs, PR négatif et HER2 négatif. Donc, ce sont les HER2 positifs, les HER positifs vrais, qui sont plus ou moins agressifs. Mais nous avons aussi les cancers triple positifs, qu'on classe aussi parmi les luminal B, à savoir les 3 récepteurs sont positifs. Et le cancer le plus agressif, c'est le triple négatif. Mais plus le cancer est agressif, plus la réponse justement au traitement néoadjuvant sera impressionnante. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, je vous rappelle les différents critères qui doivent être mentionnés dans un rapport histopathologique. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce que malheureusement,
toutes ces informations-là ne figurent pas forcément dans un rapport histopathologique, surtout dans un rapport post-opératoire. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas d'ANAPAT sur le panel parce que ça nous aiderait beaucoup parce que l'ANAPAT a quand même une place importante dans la prise en charge des cancers. La première information, c'est le type histologique. On aura toujours, ou bien presque toujours. Là où le bas blesse, c'est surtout le SBR, donc le score de Nottingham, qui permet de donner le grade. Et vous verrez que justement, plus de la moitié des rapports histopathologiques à sciences sociales n'ont pas de grade. Troisième information, c'est la taille de la tumeur. Bon, on va forcément donner cette taille-là. Ce qui peut poser problème, c'est que souvent, il y a des patients qui ont bénéficié d'une tumorectomie, ensuite d'une mastectomie. Donc, on a justement le rapport de mastectomie et on est incapable d'avoir une idée de la taille. Donc, il faut aller récupérer justement le rapport de tumorectomie pour avoir une idée de la taille de la tumeur. La présence de carcinome intracanalaire, la qualité des limites d'exérèse chirurgicale, ça c'est extrêmement important et ça va surtout aider pour la chirurgie en cas de reprise chirurgicale, encore pour la radiothérapie. Et malheureusement, on a beaucoup de patients qui viennent avec une marge d'exérèse tumorale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à enlever toute la tumeur parce que justement, ce sont des cas qui n'auraient pas dû être opérés. La présence d'emboles carcinomateux et le nombre de ganglions examinés. Donc, le docteur Boutus a parlé justement du ganglion sentinelle ou encore du curage. Donc, en cas de curage ganglionnaire, il faut envoyer les ganglions pour avoir le N pathologique, le PN. Et le PN nous permettra justement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, comme on l'a déjà dit, dans plus de 80% des cas, justement, le cancer du sein est un carcinome canalaire infiltrant. Le carcinome lobulaire représente à peu près 5%. On a quand même des fois une histologie mixte, à savoir CCI et CLI à hauteur de 2,5%. Et puis nous avons des types histologiques mineurs, minoritaires et de pronostics moins graves par rapport au canalaire. Le carcinome lobulaire, par définition, est presque toujours hormonodépendant. Par contre, ça peut être un cancer plurifocal, multifocal. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs masses au niveau du sein. Et même, il y a souvent des cas métacones, c'est-à-dire qu'on peut avoir le développement justement du cancer au niveau du sein contralatéral, mais à distance. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, le grade est quand même quelque chose de très important dans le rapport histopathologique. Donc, dans les rapports d'ANAPAD à l'hôpital Saint-François-de-Sales, plus de la moitié de ces rapports n'ont pas de grade histologique. Or, le grade est très important parce qu'un cancer de grade 1, c'est un cancer qui est très peu agressif. Évidemment, tous les cancers sont agressifs, mais quand on compare ça à un cancer de grade 2 ou surtout un cancer de grade 3, eh bien, on peut dire que c'est un cancer moins agressif. Un cancer hormonodépendant aura plus tendance à être de grade 1, à la rigueur de grade 2. Maintenant, quand vous avez justement un grade 3, c'est très probablement un triple négatif. Peut-être un triple positif, mais souvent, dans le rapport, et quand le rapport histopathologique vient avec carcinome canalaire infiltrant grade 3, c'est très probablement un triple négatif. Et souvent, bon, ce sont des patients qui viennent à un stade très avancé. Et quand on commence avec la chimio néoadjuvante, il y a une réponse spectaculaire. Parce que plus le cancer est agressif, plus la réponse à la chimio, au traitement néoadjuvant peut être assez spectaculaire. Donc, par rapport au statut hormonal, malheureusement, l'immunohistochimie n'est pas disponible sur place. Donc, on est obligé d'envoyer justement les blocs de paraffine à l'étranger, ce qui fait que tous nos patients n'ont pas d'immunohistochimie pour être classés de façon moléculaire. Et souvent, on a un statut hormonal partiel, c'est-à-dire on ne fait que détecter si le patient ou bien la pièce est ER positive ou bien ER négative. Et dans 60% des cas à peu près, nous avons affaire à un cancer ER positif, ce qui est une bonne chose parce qu'en adjuvance,
cette patiente pourra recevoir de l'hormonothérapie. Dans 40% des cas, nous avons justement des cancers ER négatifs, soit négatifs ou bien des HER2 positifs. Maintenant, nous avons une petite population de 69 patientes qui ont une classification moléculaire complète, c'est-à-dire avec tout le panel d'immunohistochimie. Donc, les cancers du sein luminal A représentent à peu près 42% des cas, suivi des cancers du sein luminal B, à peu près 9%. Maintenant, je mets l'accent sur les triples négatifs. Comme je l'expliquais, les cancers du sein triple négatif sont des cancers très agressifs. Il y en a presque 40% de nos patientes à être des cancers du sein triple négatif. Et ça, c'est pas bon signe. Et selon les études, même, on constate que il y a une plus grande proportion de cancers du sein triple négatif chez les patientes de descendance africaine. Dans toutes les études, particulièrement celles qui sont réalisées en Afrique, ce sont des cancers très agressifs, très inflammatoires et donc des cancers qu'il faut détecter et diagnostiquer à temps. Parce qu'un cancer du sein triple négatif stade 3B, stade 3C, ça ne pardonne pas. Et au final, quand on a toutes ces informations, comme je vous l'ai déjà expliqué, cette classification nous permettra de savoir quel type de traitement il faudra donner. Donc, un patient qui est hormonodépendant, grade 1, bon, c'est un patient qui ne va pas forcément répondre à la chimiothérapie. Donc, souvent, on va justement, et si c'est un cas qui est précoce ou bien localement avancé, disons un 2B, donc c'est préférable justement d'avoir la chirurgie première. Ensuite, on placera cette patiente sous hormonothérapie adjuvante. Donc, si c'est un cancer ER négatif, donc on peut avoir un HER2 positif. Avant, on n'avait pas de traitement adjuvant, mais actuellement, et néoadjuvant, pardon, mais actuellement, et ces types de cancers-là, les cancers du sein HER2 positif, nécessitent un traitement néoadjuvant, particulièrement par immunothérapie, soit avec trastuzumab, mais le standard c'est trastuzumab plus pertuzumab. Et puis, nous avons les cancers du sein triple négatif. Jusqu'à pas trop longtemps, il n'y avait que la chimiothérapie pour ce type de cancer, avec risque de récidive extrêmement important. Mais à l'ère de l'immunothérapie, avec les anti-PD1, PDL1, il y a quand même une petite lueur d'espoir, et particulièrement avec la cellule de platine, qui donne une réponse assez impressionnante chez les patients avec cancer du sein triple négatif. Quelles sont les modalités de traitement du cancer du sein? Donc, la chirurgie en tête de liste, la chimiothérapie qui peut être soit néoadjuvante, soit adjuvante. Dans le cas des cancers métastatiques où justement la chirurgie n'apporte aucun bénéfice réel, surtout quand on parle de bénéfice réel par rapport à la survie globale, donc on peut réaliser ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative pour le contrôle de la tumeur. Il y a aussi la radiothérapie palliative que vous verrez justement dans la présentation sur la radiothérapie. La radiothérapie qui est le gros morceau qui nous manque et qui fait que le traitement du cancer du sein est suboptimal. L'hormonothérapie, mais qui est un traitement anti-hormonal, donc qui vise à bloquer les récepteurs des oestrogènes en cas de cancer du sein hormonodépendant, luminal A ou bien luminal B. L'immunothérapie pour le cancer du sein qui a commencé avec le trastuzumab, qui est quand même le premier des médicaments utilisés pour l'immunothérapie, mais actuellement, on a d'autres molécules de dernière génération qui donnent des résultats assez spectaculaires. Et puis, bon, les molécules ciblées qui ne sont pas du tout disponibles en Haïti. Donc, vous avez plusieurs modalités de prise en charge et parmi lesquelles nous avons quand même 3, disons 4, jusqu'à 4 si on tient compte de l'immunothérapie qui n'est pas trop accessible. Donc, 4 des 6 modalités de prise en charge sont plus ou moins disponibles en Haïti. Et oui, évidemment, quand on fait l'inventaire, évidemment, on a la chirurgie, évidemment, la bonne chirurgie. On a l'hormonothérapie. L'immunothérapie, oui, elle existe, mais elle n'est pas trop accessible. C'est-à-dire, une séance d'hormonothérapie, vous êtes dans les $2000 américains et il en faut 17 pour un an. Donc, il faudra qu'on en discute après.
Euh, Thérapie, et quand même, nous avons presque les médicaments les plus importants pour la chimiothérapie en Haïti. Et comme je vous l'ai expliqué, le plus gros problème, c'est le fait de ne pas avoir de radiothérapie disponible sur le marché. Maintenant, quand est-ce qu'il faut décider une chimiothérapie néoadjuvante? Ça, c'est le gros morceau. Eh bien, bon, ça sont les recommandations de Synogriffe. Synogriffe, c'est la recommandation française rédigée par Gustave Roussy, Institut Curie et à la HP. Donc, bon, on pourrait dire que c'est une recommandation parisienne. Et donc, ça, c'est la dernière édition qui vous donne les indications de traitement néoadjuvant. Je vais résumer. Tout cancer localement avancé doit bénéficier de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire stade B, stade 2B jusqu'à 3C. Donc, tout cas localement avancé doit nécessiter une chimiothérapie néoadjuvante. Maintenant, il y a une particularité, c'est par rapport justement au cancer HER2 positif et triple négatif, qui sont quand même des cancers assez agressifs. Et dans les pays qui peuvent se le permettre, eh bien, même quand le cancer est précoce, stade 1, stade 2, on donne la chimiothérapie néoadjuvante. Mais c'est pas surtout, évidemment, c'est surtout par rapport à l'agressivité, mais c'est surtout dans le but de réaliser une chirurgie conservatrice. Et dans la chirurgie conservatrice, nécessite forcément la radiothérapie. Maintenant, encore une fois, dans la petite cohorte de 302 cas que nous avons reçus sur la période d'étude, eh bien, on a jugé bon de déterminer le stade des cas qui ont été opérés puis référés. Ces cas-là sont au nombre de 53. Et là, c'est un petit peu inquiétant parce que parmi justement ces 53 cas, il y a 3 cas dans le stade inconnu, c'est-à-dire on ne pourra jamais savoir le stade initial pour plusieurs raisons, on pourra discuter après. Mais parmi les 50 cas dont on a pu avoir le stade, et ce sont surtout des TNM pathologiques, c'est surtout grâce à la pièce justement de mastectomie qu'on a pu déterminer le stade initial de ces cas-là. Mais 86% de ces cas-là étaient des cas de cancer du sein avancé. Donc, en d'autres termes, des cas qui n'auraient pas dû être opérés. Ce sont des cas qu'on a dû référer pour chimiothérapie néoadjuvante. Ensuite, on pourrait les contre-référer pour la chirurgie. Maintenant, on va me dire, écoutez, la chimiothérapie n'est pas disponible partout. Donc, souvent, on est bien obligé d'opérer. Oui, mais face à un cancer avancé, prenons un cas de cancer inflammatoire et avec un risque de récidive extrêmement élevé. Et on risque justement d'aggraver ce cas-là en faisant une chirurgie première. Donc, comme l'a dit le docteur Boutus, un cancer inflammatoire, c'est une contre-indication absolue à la chirurgie. Et malheureusement, en Haïti, on opère des cas de cancer inflammatoire. Comme je l'ai déjà dit, pour les médicaments, on est quand même plus ou moins bien lotis. Donc, vous avez ici la liste des médicaments d'oncologie selon la liste de l'OMS qui sort tous les 2 ans et notre liste nationale. La première liste, malheureusement, n'avait que 5 molécules, parmi lesquelles 3 et pour le cancer du sein. Bon, je pense qu'à cette époque-là, le protocole CMF était très utilisé parce que le CMF, en se fiant à cette liste nationale de médicaments essentiels. En 2021, grâce à la mise à jour, il y a de plus en plus de molécules qui ont pu être mises à jour, qui ont pu être ajoutées. Mais jusqu'à présent, il y a des molécules de l'OMS qui ne figurent pas dans la liste nationale. Maintenant, c'est bien beau de mettre à jour la liste, mais il faut rendre aussi les médicaments disponibles et accessibles, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans le programme national des médicaments essentiels. Si vous allez à Promesse maintenant, vous ne trouvez aucun médicament pour l'oncologie.
Or, Promesse a été conçu spécifiquement pour ça. Et donc, on est bien obligé justement de s'approvisionner ailleurs, en Amérique latine, en République dominicaine. Là maintenant, avec la République dominicaine, on a de sérieux problèmes à s'approvisionner. Et ceci pour tout. Et donc là, il est grand temps de voir comment mieux faire les choses. Et donc, la disponibilité, les médicaments ne sont pas disponibles ou même accessibles. Donc, justement, et réaliser une prise en charge optimale, justement, des cancers du sein. Voilà, la radiothérapie, nous le savons tous, elle n'est pas disponible. Cependant, une petite étude a été réalisée pour évaluer les besoins en radiothérapie. Donc, sur une cohorte, justement, de plus de 3000 patients, tout cancer confondu, et sur une période de 5 ans, de 2016 à 2020, eh bien, on a eu justement près de la moitié de cas avec des cas de cancer du sein, donc 45,8% des cas, et 77% de ces patients nécessitaient une radiothérapie adjuvante. J'ai bien précisé, adjuvante. Et là, on ne tient pas compte de la radiothérapie palliative ou bien la radiothérapie en cas de récidive locale. Donc, on a plus de 75% de nos patients avec cancer du sein qui ont besoin de radiothérapie en Haïti. Donc, il est grand temps que la radiothérapie soit disponible et accessible sur le territoire. Et comme déjà mentionné, la prise en charge du cancer du sein est suboptimale sans radiothérapie. Et maintenant, la proportion de cas à Saint-François-de-Sales qui ont bénéficié de radiothérapie, elles ne sont pas nombreuses. 3,2%. 9 pour être plus exact. Maintenant, de ces 9, il y a une qui a une radiothérapie pour métastase cérébrale, ce qui ne tombe pas dans le cadre de la radiothérapie adjuvante. Il y a un autre cas qui a bénéficié d'un contrôle local. Donc, on a 7 cas à peu près. Bon, 302, c'est un petit peu exagéré parce qu'il y a quand même des cas qui sont sous traitement. Mais quand même, si on tient compte de la cohorte, il n'y a que 3,2% de nos patients ayant bénéficié de la radiothérapie. Bon, je ne sais pas à quelle proportion c'est dans les autres centres, mais je suppose que c'est quand même la même réalité ailleurs. Donc, pour répondre de façon plus objective et à la lumière de toutes les informations qu'on vient de présenter, donc, il est clair que la prise en charge du cancer du sein elle est sous-optimale. Pour quelles raisons? On a des références sans stratification, on a des rapports histopathologiques souvent incomplets, on a des bilans d'extension inadéquats, on a des soins chirurgicaux qui sont non adaptés. On vient de voir que quand même, il y a des cas localement avancés qui sont opérés, alors que ces cas-là auraient dû bénéficier d'un traitement néoadjuvant. On a très peu de patients qui peuvent justement se rendre ailleurs pour bénéficier de la radiothérapie, soit en République dominicaine, soit à Cuba, soit en Europe, soit aux États-Unis. L'accès à l'immunothérapie, quand je parle d'immunothérapie, je vois le trastuzumab, il est faible, parce qu'un vial de trastuzumab, on est dans les $1 500, et ça, c'est un vial de 440. Souvent, les patients ont besoin de plus que ça. Les thérapies moléculaires ciblées n'existent pas. Et quand on parle d'immunothérapie, je ne fais pas mention des anti-PD1, anti-PDL1. Oubliez ces médicaments-là. Et finalement, le gros morceau, et c'est la pierre angulaire de la prise en charge de tout cancer, c'est la décision pluridisciplinaire. Évidemment, on peut se battre pour avoir une réunion pluridisciplinaire, mais malheureusement, on n'est pas tout à fait là, parce que déjà, l'équipe est incomplète. En Haïti, on n'a pas de radiothérapeute. Et c'est déjà un gros morceau qui manque. Et donc, pour que justement cette prise en charge soit optimale, il faudra évidemment un programme de dépistage national pour un diagnostic précoce. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on ait 90% de cas de cancer du sein avancé, c'est parce qu'on a un programme de dépistage. Contrairement aux autres pays avancés qui ont 90% de cancer précoce, stade 1, stade 2, qui peuvent faire un traitement, peuvent réaliser une chirurgie conservatrice, comme le docteur Brutus l'a présenté antérieurement. Il faut aussi que le rapport histopathologique soit toujours complet. Il faut que tout cancer du sein soit stadifié.
il faut que le bilan d'extension soit adéquat, il faut que la chirurgie soit sur les règles de l'art, il faut que la radiothérapie soit disponible et accessible, ainsi que les médicaments essentiels. Et finalement, il faut qu'on arrive à une prise en charge pluridisciplinaire parce que c'est l'idéal pour tout cancer, pas seulement pour le cancer du sein, pour tout cancer en général. Je ne vais pas dire trop de choses sur les points d'innovation, mais je tiens à préciser qu'en Haïti, l'innovation passe avant tout par la correction des failles de la prise en charge des cancers du sein. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour innover et la prise en charge des cancers en Haïti. Cependant, il y a quelques petites approches médicales qui pourraient nous être utiles et je vais les mentionner tout simplement. Et par exemple, on a les inhibiteurs de CDK4, CDK6 et les palbociclib, les ribociclib, les abemaciclib. Je mets de côté le palbociclib parce que les dernières études montrent que le palbociclib n'a aucun impact sur la survie globale. Par contre, le ribociclib a une survie médiane dépassant 60 mois, dépassant 5 ans, ce qui a été une percée énorme. Et je tiens à préciser que les inhibiteurs de CDK4, CDK6, ce sont des molécules qu'on donne aux patients ayant un cancer du sein métastatique. Donc là, on est dans le métastatique. Il y a aussi l'hormonothérapie néoadjuvante qu'on peut réaliser aussi, et surtout pour les cancers du sein luminal A. Personnellement, bon, jusqu'à présent, l'hormonothérapie néoadjuvante n'est pas encore codifiée, mais j'ai pu justement réaliser des cas d'hormonothérapie adjuvante, surtout dans les cas de cancer luminal A, et il y a des réponses spectaculaires, hein. Dans le cas des cancers triple négatifs, l'introduction de chimiothérapie est très d'actualité, particulièrement pour les patients qui sont mutés BRCA. Bon, pour la mutation BRCA, on n'a pas vraiment une idée de la prévalence de cette mutation en Haïti. Il y a quand même quelques études, mais les études-là ne reflètent pas et n'ont pas vraiment de représentativité et ne représentent pas vraiment la population haïtienne. Il y a aussi la capacité non adjuvant et qui justement est quand même une innovation qu'on pourrait apporter. Le seul problème, c'est que la capecitabine, que ce soit un médicament essentiel, coûte très cher. Et l'immunothérapie par le trastuzumab, donc le traitement adjuvant standard est de 1 an, mais il y a plusieurs études qui ont montré qu'on pourrait raccourcir justement l'immunothérapie par le trastuzumab à 6 mois. Mais encore une fois, il y a toujours un mais. Pour les inhibiteurs de CDK4/6 et la capecitabine, ce sont des traitements extrêmement coûteux, surtout les inhibiteurs de CDK4/6. Pour l'immunothérapie par le trastuzumab, qui est déjà coûteuse, le traitement de 6 mois concerne surtout les cancers précoces, stade 1, stade 2. Or, on vient de voir que 90% de nos cas sont des cas avancés, stade 2, B ou plus. 25% de ces cas-là sont métastatiques. Donc, encore une fois, c'est ça le piège dans les essais cliniques ou encore dans les études. Il faut tenir compte justement du contexte dans lequel on évolue. Parce que dans la lecture critique des articles, il faut tenir compte de ça. Est-ce que cette étude peut être, les trouvailles de ces études-là peuvent être extrapolées à la réalité haïtienne? Et la majorité des cas, on ne peut pas vraiment extrapoler. Et en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Non. Et optimiser la prise en charge du cancer du sein en Haïti, c'est avant tout respecter les recommandations de prise en charge. Donc, en Haïti, malheureusement, nous n'avons pas de recommandations nationales, mais on peut quand même se rabattre sur les recommandations internationales, évidemment, tout en mettant un bémol, tout en s'assurant que le contexte haïtien est respecté. Il y a les recommandations de l'ESMO qui sont assez intéressantes. Et justement, le congrès de l'ESMO a débuté et jeudi dernier. Évidemment, il y aura toute une série de nouveautés, mais toutes ces nouveautés ne nous concernent pas.
Autre chose par rapport aux innovations, c'est que la plupart des innovations en termes de médicaments visent surtout les cancers qui vont secondairement devenir métastatiques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la base passe forcément par un dépistage précoce des cancers et traiter correctement les cas de cancer du sein. Et donc, l'innovation passe avant tout par l'optimisation des soins. Et finalement, et ça c'est un plein de plaidoyer, parce qu'il est grand temps justement d'avoir ce qu'on appelle un programme de lutte nationale contre le cancer. On ne peut pas lutter contre le cancer sans avoir un programme national. Et un programme national, c'est une obligation, c'est un droit, et ceci doit être assuré par l'État et ça va de la sensibilisation jusqu'aux soins palliatifs, en passant par la formation justement du personnel médical et paramédical, parce que là aussi, il y a des failles. Il faut absolument qu'on ait une formation initiale et une formation continue en oncologie sur place. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier de m'avoir invité une nouvelle fois et merci de votre attention. Merci, Dr. Bernard. Pour faire un court résumé, Dr. Bernard nous a parlé de l'optimisation de la prise en charge du cancer du sein en Haïti, les approches thérapeutiques innovantes et adaptations locales. Il a commencé par nous donner une épidémiologie de la population qui fréquente l'hôpital Saint-François de Sales au département d'oncologie. Donc, il y a environ 70% des patients qui sont âgés entre 40 et 64 ans. Et la prise en charge en Haïti, elle est surtout suboptimale. Il nous a parlé de la classification, de la différence entre stade et grade. Et pour le stade, environ 90% des patients qui vont à l'hôpital Saint-François de Sales sont en stade avancé. Et de plus, tous les examens ne sont pas disponibles ou accessibles à la majorité de la population, par exemple le scanner. Et les modalités de traitement, ce sont la chirurgie, la chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, etc. Et par rapport à la prise en charge du cancer du sein en Haïti, on avait déjà dit elle est sous-optimale parce qu'il y a des références sans stadification et des rapports histopathologiques qui sont souvent incomplets, des bilans d'extension de suivi souvent inadéquats, des soins chirurgicaux non adaptés, c'est-à-dire qu'on fait de la chirurgie pour des patients qui ne nécessitent pas de chirurgie. Très peu de patients ont accès à la radiothérapie. Ceux qui peuvent y accéder sont obligés de partir parce il n'est pas disponible en Haïti. Elle n'est pas disponible en Haïti. Et il y a un faible accès à l'immunothérapie pour l'absence des médicaments qui figurent même dans la liste des médicaments essentiels du ministère de la Santé publique. Et il n'y a pas de thérapie moléculaire ciblée et pas de décision pluridisciplinaire, notamment aussi par manque de certaines spécialités, par exemple radiothérapeute en Haïti. Et en conclusion, optimiser la prise en charge du cancer du sein en Haïti, c'est avant tout de respecter les recommandations de prise en charge. Et puis, le docteur Bernard a fait un plaidoyer sur l'implémentation d'un programme national de lutte contre le cancer. À présent, nous passons aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les écrire dans le chat. Il n'y a pas de questions? Apparemment, tout le monde a tout compris. Ah, OK. Il y a une question dans le chat.
Je lis pour vous. Donc, OK. La question est de Eunice Desrivoire. Merci, Dr. Bernard, pour cette excellente présentation. Quel conseil pouvez-vous donner à un chirurgien qui reçoit une patiente porteuse d'un cancer du sein sur la conduite à tenir? Merci, Dr. Deriva, pour cette question. Et je dois commencer par dire, donc, la première chose à faire, c'est de bien bilanter et surtout de bien stratifier. Parce que tout part du stade clinique du cancer. C'est ce qui va déterminer si ou non le patient peut avoir une chirurgie première, la patiente peut avoir une chirurgie première, ou bien si la patiente a besoin de traitement néoadjuvant. Maintenant, il y a un autre outil qui est extrêmement important, je pense que je l'ai souligné dans ma présentation, c'est l'immunohistochimie. Donc, je pense qu'il faudrait le plus que possible avoir l'immunohistochimie dès le diagnostic. Donc, une fois que vous avez le diagnostic histopathologique, il faut aussi avoir l'immunohistochimie. Mais cependant, il y a une très grande barrière, c'est-à-dire que l'immunohistochimie, ça coûte $400 dans les laboratoires. Donc, évidemment, pour certains patients, moi, je réfléchis par rapport à la majorité de nos patients qui sont des petites bosses. Donc, demander $400, demander d'aller faire un examen à $400 américains à une patiente alors qu'elle n'a même pas commencé son traitement, c'est presque pas éthique pour moi. OK? Donc, d'où l'importance justement de faire en sorte que l'immunohistochimie soit disponible, parce que c'est cette immunohistochimie qui va nous permettre de savoir au final est-ce qu'on fait la chirurgie. Prenons l'exemple, par exemple, imaginez-vous, vous avez un cancer précoce, disons un stade 2A. Oui, ce stade est opérable, mais si c'est un triple négatif ou bien si c'est un HER2 positif, donc vous perdez le bénéfice de la chimiothérapie néoadjuvante en allant opérer cette patiente directement. Donc c'est là que l'immunohistochimie devient extrêmement importante. C'est à $400, mais en réalité, c'est un examen qui aurait pu coûter $200 sans aucun problème. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait l'immunohistochimie. Et ça, ce serait comme si... Je sais qu'il y a des chirurgiens qui le demandent. Il y a des patients qui peuvent se le payer. Ce n'est pas tout le monde. Donc, mais si on peut avoir ça sur place, mais à un coût plus ou moins abordable, ce serait quand même un grand pas. Donc, stadification, le stade est important. Et deuxièmement, si possible, demander l'immunohistochimie. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui a levé la main. Je lui donne la parole. Oui, merci. Merci de me redonner la parole. C'est moi, Dr. Derivoire. Alors, je poursuis ma réflexion avec Dr. Bernard, comme je vois qu'il n'y a pas de questions. Et Dr. Bernard, vous êtes dans la... Alors, d'après la présentation, on comprend qu'il y a beaucoup de cas qui ont été opérés qui n'auraient pas dû être opérés. Donc, parfois, ils sont opérés avec un stade avancé qui aurait dû bénéficier d'une chimiothérapie néoadjuvante, par exemple. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a une sorte de campagne à faire auprès des chirurgiens, auprès des résidents en formation en chirurgie? Je ne sais pas comment on n'a pas encore cette approche. On a perdu le docteur Derivoire. Oui, c'est ce que je vois. Bon, en attendant qu'elle revienne, on peut passer à Dr. Vous m'avez Joachim et entendu? ensuite... Non, non. Ah, OK, Et elle est il y là. a une coupure, docteur Derivoire. Allô? Oui, Allô? Est-ce qu'on m'a entendu? On vous écoute. Oui, oui. On m'avait entendu. Oui, je dis, est-ce qu'il y a une sorte je ne sais pas, de campagne à faire auprès des chirurgiens qui opèrent, puisque d'après ce que vous avez dit dans la présentation,
il semble qu'il y a beaucoup de cas qui ont été opérés qui n'auraient pas dû l'être, qui auraient dû bénéficier d'une chimio néoadjuvante. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de campagne à faire auprès des chirurgiens, auprès des résidents en formation en chirurgie pour diminuer ces cas qui ne sont pas opérés de façon optimale? Absolument. Donc là, et figure-là visait sûrement et justement à sensibiliser les chirurgiens pour leur dire, écoutez, voilà, respectez les recommandations, respectez le stade du cancer, parce que souvent, et je peux et vous le dire, il y a beaucoup de ces cas-là qui arrivent peut-être 2 mois, 3 mois après la mastectomie et qui arrivent avec une récidive locale. C'est-à-dire que et quand on regarde le rapport d'anatomopathologie, ça vous dit clairement, et marge chirurgicale tumorale, c'est-à-dire que la marge de résection a traversé la tumeur, donc il reste encore un peu de tumeur, et d'où ce qui explique justement cette récidive locale. Donc, qu'est-ce qui pourrait aider cette récidive locale? C'est la radiothérapie. On n'a Souvent, pas. comme ce sont des masses qui vont infiltrer la paroi thoracique, des fois, ce sont des masses qui ne sont pas opérables. Donc, et je suis bien content qu'on ait qu'on ait le docteur Oyol qui va parler de radiothérapie. Mais il y a de ces masses qui, même après chimio néoadjuvante, ne sont pas opérables. Donc, c'est pour vous dire. Donc, mieux vaut et ne pas, bon, vous savez le dicton, primum non nocere. Des fois, en faisant la mastectomie, vous causez plus de nuisances que de bien, plus de tort que de bien. J'ai eu plusieurs de ces cas-là. C'est une patiente, il n'y a pas trop longtemps, j'ai une patiente qui est venue au stade 4. Elle était au stade 4, mais on l'avait mastectomisée. Elle est venue avec métastase pulmonaire. J'ai demandé à faire l'immunohistochimie. C'est un triple négatif. Et on a pu lui donner 3 mois avec de la chimiothérapie palliative. Alors que le scénario aurait pu être différent si elle avait bénéficié justement d'une chimiothérapie néoadjuvante. D'où l'importance d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Il faut forcément il faut que le chirurgien demande à un oncologue médical ou bien un radiothérapeute son avis avant de décider la chirurgie, ou bien tout simplement respecter les recommandations. C'est ça. Merci. D'accord. Bon, on a encore 2 personnes qui ont levé la main et 2 questions dans le chat. Donc, Dr. Joachim, vous avez la parole. Oui, bonsoir, docteur Bernard. D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre brillante présentation qui a été claire et nette et qui nous a édifié sur beaucoup de choses. Et moi, ce n'est pas vraiment une question que j'ai. Je voulais savoir, puisque votre sujet, c'est innovation, et vous terminez, n'est-ce pas, votre sujet par correction, je voudrais savoir comment voyez-vous le processus de correction en Haïti et de mon côté et de votre côté pour arriver à cette innovation? Bon, la première chose à faire, c'est de revenir à la base, c'est-à-dire revoir la formation initiale. Et corrigez-moi si je me trompe, mais il y a très peu de facultés de médecine qui ont un cours d'oncologie, sur l'oncologie. Donc ça, c'est une première chose. En résidence, prenons par exemple en médecine interne, souvent, quand on pose un diagnostic de cancer, donc finalement, quand on demande la conduite à tenir, c'est comme s'il y a rien à faire. Donc, il faut qu'on commence par ça. Il faut qu'on commence par la formation et dire, voilà, il faut que tout le monde sache comment bien prendre en charge les cancers. Et quand je dis prise en charge des cancers, je fais allusion à toutes les branches qui sont impliquées dans la prise en charge des cancers. J'aime à dire souvent que l'oncologie, ce n'est pas une spécialité, c'est un ensemble de spécialités où vous avez vous avez le radio-oncologue, vous avez l'anatomologiste, vous avez l'oncologue médical, vous avez le chirurgien, vous avez le radiothérapeute, vous avez
toute personne qui pourrait être du cancer du sein. Revoir la formation initiale, revoir le curriculum et des facultés, et revoir le curriculum de la résidence. Et puis, bon, ça, c'est au niveau de la formation. Et pour ceux qui sont déjà ceux et celles qui sont déjà des spécialistes, il faut que les sociétés de spécialité assurent la formation continue. Par exemple, il faut que les radiologues, justement, fassent des séances de formation sur la mammo, sur l'écho, sur la problématique des seins denses, par exemple, que vous avez mentionné. Et il faut que les chirurgiens se mettent ensemble pour dire, voilà ce qu'il faut faire face à une masse du sein. Il faut que les internistes s'intéressent plus à l'oncologie médicale pour mieux gérer la chimiothérapie. Donc, c'est quelque chose de pluridisciplinaire et il faut forcément passer par la formation. Maintenant, il y a un autre aspect qui ne relève pas de nous en tant qu'individus, mais qui relève surtout de l'État, à savoir rendre justement les moyens, c'est-à-dire toutes les modalités de prise en charge. Et c'est pour cette raison que j'ai terminé avec ce plaidoyer pour qu'il y ait un programme national de lutte contre le cancer. Et ce programme national pourra corriger justement toutes les failles qu'il y a dans le système de santé haïtien pour que nous arrivions à cette prise en charge optimale des cancers. Merci, docteur. D'accord. Et on va donner la parole à Yves Laguerre. C'est la dernière prise de parole. Et puis ensuite, on va passer aux questions dans le chat pour terminer. Vous avez la parole, Monsieur Laguerre. Je dis bonsoir. Bonsoir. Docteur Bernard, je vous salue. C'est la guerre. Comment ça, docteur Laguerre? Ça va très bien, grâce à Dieu. C'est un confrère. On a travaillé beaucoup. Madame Docteur Bernard, concernant cette formalité, est-ce que vous ne pouvez pas penser à un comité pluridimensionnel pour que ce qu'on puisse faire que le pays tout entier respectera ce protocole afin que tout ce que les choses se fassent dans cette discipline correcte. Parce que ce qui arrive avec la médecine en Haïti, c'est que chaque personne fait ses affaires à leur guise. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce sont toujours les malades qui sont les déficitaires. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas avoir un protocole national et que tous les médecins doivent respecter ce protocole? Et comment pensez-vous que cela va étendre pour les zones les plus reculées? Et quand je parle des zones les plus reculées, vous savez pertinemment que moi, je connais ce que je dis exactement parce que je suis quelqu'un qui fait tout le pays, je connais les choses. Maintenant, comment vous voyez les choses du point de vue des personnes qui sont les plus reculées du pays? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, l'une des premières choses à faire, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut que le registre national du cancer soit réactivé. Ça, c'est une des premières choses à faire. Parce qu'on n'a aucune idée de la charge de morbidité, justement, du cancer du sein en Haïti. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, il faut un comité d'experts au sein du MSPP, particulièrement dans le bureau d'oncologie. Bon, je pense que c'est le docteur Corneli qui gère encore ce bureau et qui serait chargé justement de non seulement rédiger le plan cancer, parce que les plans cancer, c'est des plans qui s'étendent sur 5 ans ou bien sur 10 ans. Donc, pour ne pas être trop ambitieux, il faudrait commencer avec un plan sur 5 ans. Et puis ensuite, ce même comité pourrait se charger justement de la rédaction des recommandations adaptées à la réalité haïtienne. Et bon, rédiger les recommandations, c'est une chose, mais on doit s'assurer que ces recommandations soient mises en application. Et c'est là que la formation initiale, la formation continue et j'en passe. OK? Mais tout ce que, encore une fois, on revient au plan cancer. Parce que le plan cancer va tenir compte de tous ces aspects-là pour pouvoir mieux corriger. Et évidemment, dans le plan cancer, on parle de registre, donc il faut avoir une idée de la réalité dans chaque département pour voir quel département prioriser. Par exemple, à Saint-François-de-Sales, nos patients viennent du sud, parce qu'on est au sud, on est à la porte sud de la capitale.
Et Voilà. donc, les patients qui viennent du sud, de Léogane, de Petit-Goâve, de Miragoâne, de même de Jérémie. Et donc, ce sont ces patients-là qui nous viennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas justement de centre de traitement de cancer pour le sud. Voilà. Maintenant, on pourrait commencer par avoir 3 centres, un pour le Grand Nord, un pour le Grand Sud, un dans l'Ouest. Bon, on a déjà un pour le centre, et le centre dessert un petit peu l'Artibonite. Donc, ce serait déjà pas mal. Et encore une fois, tout ça nous renvoie au plan cancer. Parce qu'effectivement, et c'est ce qui explique aussi pourquoi on a des cas, des femmes qui sont mastectomisées dans de mauvaises conditions. Parce que bon, on n'a que le chirurgien. Prenons par exemple une patiente qui est à Jérémie et il y a un chirurgien sur place. Le chirurgien sera plus enclin à réaliser la mastectomie, et au lieu de référer justement la patiente et je sais pas, à Port-au-Prince ou bien à l'HUM pour, pour la chimiothérapie néoadjuvante. Et puis, une fois qu'elle a reçu sa chimiothérapie néoadjuvante, elle est contre-référée pour la chirurgie. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui doivent être adressés et puis corrigés. Et encore une fois, le rôle central doit être joué par l'État haïtien via le MSPP. Merci, Dr. Bernard. OK, donc on va aller rapidement. Il y a Pascal Gassin qui demande, est-ce que vous n'avez pas de moyens à avoir l'immunohistochimie centralisée dans le cadre d'une collaboration régionale? Oui, docteur Gaston, je pense que c'est une très bonne idée, mais encore une fois, ça pourrait se faire via le laboratoire national, via le LNSP. Et je me rappelle une fois, il y avait un programme de ce genre qui visait à implémenter l'immunohistochimie, surtout pour détecter les récepteurs des oestrogènes au laboratoire national. Et pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas marché. Et c'était un financement avec formation, réactif et tout. Ça n'a pas marché. La mayonnaise n'a pas pris. Et l'autre alternative, ce serait peut-être de tout centraliser et d'envoyer ça dans un autre laboratoire régional, par exemple à la Jamaïque ou bien ailleurs. C'est une autre possibilité. Maintenant, là, il faudrait faire une évaluation du coût pour voir quelle approche serait meilleure. Avoir l'immunohistochimie sur place ou bien envoyer ça dans un autre laboratoire et de la région pour les faire analyser. OK, très bien. Il y a Emeline Lobo qui demande s'il ne serait pas possible d'établir un protocole de prise en charge adapté à la situation du pays et accessible à ceux qui feraient partie du comité pluridisciplinaire de prise en charge d'un cancer du sein. Oui, c'est justement ce qu'on veut, c'est avoir un comité au sein du MSPP qui est là pour rédiger les recommandations de prise en charge et pour chaque cancer. Il y a le NCCN qui est comme un réseau d'hôpitaux aux États-Unis et au Canada qui ont rédigé des recommandations standards, mais qui ont aussi rédigé ce qu'on appelle les recommandations stratifiées, c'est-à-dire des recommandations qui tiennent compte des ressources de chaque pays. Par exemple, ils vous disent, dans un pays où il n'y a pas de radiothérapie, voilà ce qu'il faut faire. Dans un pays où il n'y a pas d'immunothérapie, voilà ce qu'il faut faire. Et le problème que j'ai avec les recommandations stratifiées, c'est que on fait du suboptimal, encore une fois. Je pense que soit on fait quelque chose de standard ou bien on ne le fait pas. On ne peut pas faire de la médecine au rabais. Par exemple, dans les recommandations stratifiées, on recommande uniquement dans l'immunohistochimie de rechercher les récepteurs des oestrogènes pour savoir quels patients peuvent bénéficier de l'hormonothérapie et quels patients ne peuvent pas en bénéficier. Oui, mais si le patient est HER2 positif, je ne le saurai jamais. Donc, c'est encore une fois, comme on l'a dit, donc c'est un comité d'experts au MSPP qui devra s'occuper de tout ça.
Et encore une fois, il y a le registre qui vient juste, qui marche, qui va avec, parce qu'il faut quand même qu'on sache exactement combien de cas de cancer du sein et, par année, parce que ça a une valeur, et non seulement du point de vue de santé publique, mais ça permettra aussi de guider le plan cancer. OK. Il y a André Vilton qui demande est-ce que vous faites la chimiothérapie néoadjuvante à Saint-François de Sales? Oh oui, nous avons la chimiothérapie néoadjuvante, nous avons la chimiothérapie adjuvante, nous avons la chimiothérapie palliative, nous avons l'hormonothérapie, nous avons la chirurgie, nous avons l'immunothérapie pour ceux et celles, bon, celles qui peuvent se le payer malheureusement. Donc, j'ai parlé de l'immunothérapie par le trastuzumab. Donc, oui. Donc, normalement, le département d'oncologie à Saint-François de Sales est un département, je pourrais dire, quasi complet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de radiothérapie. Il nous manque quand même un peu dans l'imagerie, le scanner, la mammographie, qui malheureusement ne sont pas fonctionnels. Mais je pense que on peut faire l'essentiel au département d'oncologie. Bon, il y a d'autres départements d'oncologie qui font de très bon travail aussi. Et donc, il y a quand même moyen de faire un minimum, mais je pense qu'il faut qu'on corrige tout ce qu'il faut corriger par rapport au manque qu'on a au niveau du système de santé haïtien. OK. Et il y a Charles qui demande si vous avez tenu compte du facteur alcool et tabac aussi dans votre cohorte. Quel pourcentage de vos patients ont fumé ou bu? Je peux évaluer ça, mais les facteurs de risque, ça c'est plus dans la prévention primaire. OK? Et effectivement, dans notre formulaire standard, on pose toujours systématiquement cette question-là. Maintenant, par rapport à ça, euh, il faut expliquer aux patients que toute forme de tabagisme est du tabagisme. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sniffent le tabac et pour ces personnes-là, ce n'est pas du tabagisme. Donc, quand vous posez la question, est-ce qu'on fumait? Non. Est-ce qu'on pas tabac nané? Oui, les miens te fait mal. Donc, c'est aussi du tabagisme. Donc, je pense que par rapport aux facteurs de risque, on devra quand même les évaluer dans une étude en Haïti pour voir quel est leur poids. Par exemple, je pense que c'est une hypothèse que j'ai, mais je pense par exemple que le surpoids et l'obésité est un facteur de risque non négligeable de la survenue des cancers du sein en Haïti. Mais il faudra qu'on mène une étude à ce sujet-là. OK? Et notre alimentation qui nous mène à ce surpoids, à cette obésité est à corriger grandement. Bon, la dernière question, c'est Marc-Edouard Jadot qui dit que Dr. Bernard, en tant qu'oncologue qui travaille en Haïti, comment pensez-vous qu'une corrélation bien définie entre l'approche communautaire et la chirurgie pourrait aider à réduire le taux de mortalité lié au cancer du sein en Haïti? Et l'approche communautaire est très importante. OK? Surtout dans un pays comme Haïti où, par exemple, quand on parle d'oncologie, on est au niveau on n'est pas au niveau du premier échelon du système de santé, on est au niveau du deuxième ou encore du troisième échelon. Je pense que tous les échelons se valent et surtout en Haïti, l'approche communautaire a sa place. Non seulement pour la sensibilisation, pour la prévention primaire, c'est-à-dire que on a des agents de santé qui sont là pour aller sensibiliser, apprendre les femmes à s'auto-examiner les seins et leur parler du cancer du sein, leur dire s'il y a une masse, s'il y a une anomalie au niveau du sein, ce qu'il faut faire. Ok, ça peut aider aussi à la détection précoce. Évidemment, on va se heurter au fait qu'il n'y a pas de mammographie disponible, mais un examen clinique des seins bien fait est déjà pas mal. Et puis ensuite, on peut toujours référer la patiente à un hôpital de l'échelon supérieur pour les suites nécessaires. Pour les soins palliatifs aussi, je pense que l'approche communautaire est très importante. On l'a bien dit, un quart de nos patients sont des cancers métastatiques au stade 4. Évidemment, il y a des patients au stade 4 qui
un bon état général. Mais que faut-il, comment faire pour atteindre ces patients-là qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont besoin de certains médicaments pour les soins palliatifs? Donc, je pense que l'approche communautaire a totalement sa place. Je pense que à l'HUM, on tient compte de cette approche communautaire. À Saint-François de Sales, c'est un petit peu plus difficile, mais on essaie de le faire avec la clinique et la santé communautaire, surtout par rapport au dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. D'accord, merci beaucoup, Dr. Bernard, pour votre présentation. J'espère que tout le monde a été édifié et, et vous avez fait un plaidoyer sur l'optimisation des soins d'abord et avant tout pour optimiser la prise en charge des cancers du sein en Haïti. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Myrto. Désormais, la balle est dans le camp des médecins et des futurs médecins afin d'optimiser la prise en charge du cancer du sein en Haïti. Merci, Dr. Bernard. Merci. Merci beaucoup, Dr. Bernard, et aussi Dr. Merila. Encore une fois, chers amis, merci d'être encore avec nous. Je sais, notre session est très longue et très enrichissante aussi. J'espère que vous apprenez beaucoup avec nous. Je vous invite à utiliser vos émoticônes pour applaudir les présentateurs que nous avons eus jusqu'à présent. Nous arrivons à la dernière balle avec la dernière présentation et non la moindre. Et ce sera avec le docteur Auriol Jean-Baptiste Saint-Ville. On a parlé de radiothérapie. On n'a pas de radiothérapie en Haïti, mais disons mieux dans la République d'Haïti, puisque l'île d'Haïti, ici, là, tout près en République dominicaine, nous avons des radiothérapeutes et on va pouvoir entendre un radiothérapeute haïtien qui évolue en République dominicaine. Et ce sera le docteur Auriol Jean-Baptiste Saint-Ville. Le modérateur de cette session sera